Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Pour aider ces vidéos à être mieux vues, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à commenter et à partager ces vidéos. Sur ce, bon visionnage. Et bonjour et bienvenue sur ce nouveau résumé. De la Transat Jacques Vabre. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par des petites mauvaises nouvelles pour certains marins. Donc Thomas Ruyant, Antoine Coche sur Advance for Cybersecurity qui devrait être relégué normalement à la cinquième place suite à l'oubli en fait d'avoir passé la dernière marque de parcours. C'est idiot mais c'est comme ça. Et comme il n'y avait que 15 minutes d'écart, ils devraient être relégués à cause de leur pénalité à la cinquième place. Et donc ce serait Charlene Wright et Pascal Bidégory qui prendraient la quatrième. Mais sur tapis vert, c'est jamais très agréable. Et ensuite une autre pénalité pour Louis Burton et Davy Baudard, donc qui ont eu une rupture de plomb sur leur bateau, enfin sur le moteur, enfin sur l'hélice, et du coup qui devraient prendre 1 heure et demie comme tout le monde, et qui du coup qui sont relégués à la dixième place, qui ont pris 1 heure et demie et qui sont donc relégués à la dixième place. En sachant que pendant la course, on avait déjà eu des pénalisés, enfin des gens qui avaient pris des pénalités, mais qui avaient réparé. C'est le cas de PRB, donc 1 heure et demie pareil pour rupture de plomb d'hélice. On avait eu Nurest arrêt fenêtre qui est ici, mais qui a réparé aussi. Nurest arrêt fenêtre qui avait pareil fait la même chose et qui a réparé en mer, donc en faisant 1 heure et demie en restant quasiment au même endroit. Et nous avions eu bah, Charlene Wright et Pascal Bidégory, pareil, qui avaient pris 1 heure et demie de pénalité. Voilà, c'est tout pour les pénalités, les petites choses qui se sont passées. Du coup, maintenant, nous allons repartir de là où on était hier, les derniers bateaux qui étaient en mer hier. Donc hier, si on se rappelle, c'est le dernier IMOCA qui était en mer, c'était le groupe Apicil. Enfin, le premier IMOCA, l'IMOCA qui était le plus proche de l'arrivée, était le groupe Apicil. Donc il a fini son parcours hier à 21h32 et 21 secondes en UTC plus 1, donc l'heure française du coup. Il a été suivi près de 2 heures plus tard par Pur. Pourquoi ça m'a zoomé comme ça, je ne sais pas. J'ai pas touché à la molette pourtant. Bon, il a été suivi presque un peu moins de 2 heures plus tard par Pur. Donc arrivé à 23h26 et 10 secondes. Et bien plus tard, on a eu en 16e position Maxime Sorel et Guillaume Lebrec sur VNB Mayenne. Un très bon bateau. Une première transat en IMOCA pour eux deux, donc c'est plutôt pas mal. Bateau de 2008, mais qui sera adaptable, je pense, un peu comme la fabrique à mettre des foils. Pour l'instant, je crois qu'ils n'ont pas le budget. Alors on va voir, hein, mais je crois pas que c'est prévu. Mais je pense que ce serait un bateau qui serait bien adaptable au foil. C'est un bon bateau, assez sain et tout. Donc, bah, c'est un des meilleurs bateaux de sa génération. Donc, à voir. Mais voilà, belle première transat en IMOCA pour Maxime Sorel. Voilà, qui s'est bien débrouillé. Parce qu'en plus, il a réussi à mettre un IMOCA à foil derrière lui, donc Prismian Group. Enfin, même plusieurs IMOCA à foil. On va tous les voir là. Enfin, ceux qui sont arrivés déjà. Prismian Group, donc qui est arrivé en 17e position ce matin à 4h41, 4h41 et 57 secondes. Ensuite, nous avons eu l'arrivée de l'Amicaline. Donc là, c'est assez écarté quand même, hein. Ils sont pas trop serrés les uns aux autres. Enfin, là, on a 4h03. Oui, non. On a 4h03 ici et 24 secondes. Et là, on a 4h41 et 57 secondes. Donc, il y a un peu moins de 40 minutes d'écart. Ouais, ça va, c'est pas beaucoup. C'est c'est pas serré, mais c'est pas beaucoup non plus, quoi. Par contre, après, on est assez éloigné. Donc, pour la Michaeline Artipol, donc, qui est arrivé 18ème ce matin à 9h24. Donc, un autre bateau à foil.
mais de la même génération que VNB. Donc voilà, bravo Arnaud, encore une fois. En espérant que l'année prochaine, tu finisses c'est ton quatrième Vendée Globe. Voilà. Tu finis peut-être pas devant, mais au moins tu finis. À chaque fois, tu finis quoi. Et j'espère que la prochaine, tu la finiras aussi. Le prochain, j'espère que tu le finiras aussi. C'est rare, faut quand même regarder quand même que c'est vachement rare les abandons d'Arnaud Boissière, hein. Il n'y en a pas eu beaucoup. Bon, tant mieux, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Donc c'est une forme de performance, hein, de pas abandonner. Certains diront que c'est peut-être pas assez poussé sur le bateau des fois, mais c'est aussi une forme de performance de pas abandonner. Donc Water Family qui est en train d'arriver actuellement. Donc maintenant on est en train de passer aux bateaux qui ne sont pas encore arrivés, mais Water Family à l'heure où j'enregistre, et même peut-être que la carte n'est pas rafraîchie, mais ils sont à 1,4 mille de l'arrivée. Donc vraiment ils sont presque arrivés, hein, donc ils vont finir à la 19e place. On a Time for Ocean, Stéphane Le Diraison, François Guiffan. Donc ils sont à 9,7 mille de Water Family, donc ils sont à 10 000 de l'arrivée. Voilà, ils sont bientôt arrivés aussi. Avec ceux qui n'auront pas reconnu le bateau, c'est l'ancienne Hugo Boss de 2008. Moi je l'ai en poster juste à côté de moi là, donc si vous voulez, le bateau je le reconnais. Mais voilà, c'est le Hugo Boss de 2008. Pour ceux qui ne reconnaîtraient pas. Donc ensuite, nous avons en 21e position Alan Roura à 38 000 du premier encore en course, donc à 39 000 de l'arrivée. Donc bientôt fini aussi, hein. Là maintenant, voilà, hier il y a eu des enchaînements d'arrivée, après ça s'est calmé, et là ça reprend, ça va s'enchaîner un petit peu, au moins jusqu'à Alan Roura. Après il y aura une nouvelle petite pause, et nous arriverons à Groupe C1, qui est à la 22e position, à 124 000 de l'arrivée du coup. 124 000 de l'arrivée, donc voilà, belle première transatlantique, non, deuxième transatlantique, excusez-moi, j'ai oublié, il a fait la route du Rhum. Euh, Deuxième transatlantique de Manuel Cousin, la première en double, du coup la deuxième avec ce bateau. Voilà, il a pas un bateau qui est fait pour aller beaucoup plus haut que ça, donc il peut limite se retrouver avec Water Family. En plus, ils sont entraînés au même endroit, à Sabdelan. Il pourrait se retrouver même avec VNB Mayenne, mais son bateau est un peu moins performant quand même. C'était les bateaux un peu plus lourds de la génération 2000. C'était ceux qui me plaisaient le moins en fait. Vrai dire, c'est ceux qui ont les formes qui me plaisent le moins et qui m'inspirent moins la performance en fait. Et qui semblent moins performants. Et on a pu le remarquer. On peut le remarquer après, voilà, que les bateaux. C'est pas ce genre de bateau après qui a eu un grand succès quoi. Après, on est passé totalement sur un autre style de bateau. Et du coup, voilà, ça a été une génération un peu unique. Ensuite, c'était les plans phares. Ouais, c'était un plan phare, je crois. Groupe C1, je crois que c'est un plan phare. Entre guillemets, même si c'était. Foncia aussi était un plan phare, je crois. Et voilà, après on est passé vite à VPLP. Et, et du coup, je crois que VNB est un VPLP, je crois. Je suis pas sûr. Je mettrai pas ma main à couper, mais je crois. Ça, allez le vérifier si vous voulez. Donc en 23e, nous avons Miranda Meron et Alvar Mabir, donc à 349 000 de l'arrivée. Là, je vous parle même pas de stratégie parce que bon, bah, c'est toujours de la ligne droite. Le vent est assez stable. Il y a toujours un peu moins d'air quand on s'approche de Salvador de Bahia. Donc voilà. Ensuite, on va aller voir un peu plus loin. Donc, on va aller voir les autres IMOCA. Donc, Pipa Ocean Racing à 606 000 de l'arrivée, du coup. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas trop de lutte. Là, on a une petite lutte entre ces deux bateaux, comme toujours. 606 000 et 617 000. Il y a 11 000 d'écart entre Pipa Ocean Racing et For My Planet.
Donc belle lutte entre les deux, là, deux bateaux de la même génération. Qui sera en tête à l'arrivée, c'est à voir, sachant que Piper Ocean Racing a un meilleur angle au vent, normalement, et du coup pourrait s'imposer devant For My Planet à l'arrivée. Et donc, du coup, on va aller voir les deux derniers IMOCA. Donc, on va voir Ariel 2, qui est à 681 000 de l'arrivée, et qui est devant Veramont Sans Sida à 702 000 de l'arrivée, 703 000 de l'arrivée. Donc 23 000 derrière Ariel 2. Voilà. Sachant que pour ces bateaux-là, l'intérêt de cette course, surtout, c'est le nombre de milles avalés pour la qualification au Vendée Globe. Enfin, pour beaucoup d'IMOCA, en fait, c'était ça le but, d'avoir le maximum de milles avalés pour la qualification au Vendée Globe. Parce que les places sont chères. Mais je crois que For My Planet ne peut plus être rattrapé, donc For My Planet est sûr d'être au Vendée Globe. Normalement. On va maintenant passer aux classes 40. Donc, où la lutte, bon, il n'y a plus vraiment de lutte hein, en tête. Donc, Crédit Mutuel toujours en tête à 8 nœuds 7. Ouais, 8 nœuds 7 sur 1 heure, 10 nœuds sur 24 heures. Bon, là maintenant, il n'y a plus trop de risques pour eux. La victoire semble plus pouvoir trop leur échapper. Ils arrivent le long des côtes du Brésil, donc plus de stratégie. Enfin voilà, il n'y a plus. C'est plutôt bien, c'est bon pour eux, ça commence à sentir bon pour eux. Leighton deuxième avec Fabien Delahaye et Sam Goodchild. Pareil, bon, ça sent super bon pour eux la deuxième. Ça sent bon la deuxième place quoi. Enfin même si la deuxième place, c'est finalement on n'est pas super content de deuxième quoi. Enfin les compétiteurs préfèrent la première place comme toujours. Mais voilà quand même. De toute façon, Crédit Mutuel, je crois que ça va devenir le bateau de référence. Et c'est un autre monde en fait ce bateau. C'est un classe 40, mais c'est un classe 40 dans notre monde quoi. Donc je pense que les autres bateaux vont commencer à se dire, bah, les autres teams vont commencer à se dire, ouais, ouais, il va falloir faire construire un nouveau bateau pour avoir encore des chances quoi. Parce que j'ai l'impression que ce bateau, ça va vraiment devenir compliqué de le battre quoi. Donc en troisième position, nous avons, donc là en deuxième position, ils sont assez à l'abri quand même du troisième. Donc, Aina Enfance et Avenir, Émeric Chapelier et Pierre Le Boucher. À 134 000 du premier. Et du coup, à énormément de. Bah, à 60 000 quoi. À 60 000 de Aina Enfance. Donc, ça commence à faire beaucoup là. Ensuite, Louis Duc et Aurélien Ducrot sur Croxal, Chamonix-Mont-Blanc. À 196 000 du premier. Donc, assez d'écart avec le troisième, donc le troisième est relativement à l'abri. Et, et Louis Duc se retrouve quand même, sont quand même bien partis pour prendre la quatrième place. La pire place, je l'accorde. Avec la quatrième, le pied du podium. Celle bah, qui est la plus dure C'est très dur de l'avoir celle-là. Hein. Parce qu'on se dit, punaise, on n'est pas loin du podium et... C'est la médaille en chocolat, comme on l'appelle. Alors, la cinquième place, Banque du Léman à 230 000 du premier. Et là, on a un groupe. Là c'est serré. Banque du Léman à 230 000. George Richer et Cédric Château sur Link à 244 000. Donc 14 000 entre les deux. Et Made in Midi à 245 000. Donc il y a 1 000 de George Richer et de Cédric Château. Donc qui pas avant et Achille Debout. Voilà, qui lâche pas d'une semelle. Le franco-allemand avec le normand. On va même dire franco-allemand-normand. On va dire ça. Vu qu'il est marié à une normande. Et, et du coup, bah, les sudistes ne le lâchent pas d'une semelle. Donc belle lutte. Très belle lutte.
On va regarder un peu les vitesses moyennes, enfin les vitesses en VMG. 12 nœuds 7 sur 1 heure, 11 nœuds 2 sur 24 heures pour Banque du Léman. En sixième position, donc 12 nœuds 1 et 10 nœuds 3. 12 nœuds 1, 10 nœuds 3, j'ai déjà oublié. J'ai une mémoire. Ouais, ils se font un peu distancer. Et là, du coup, ici, 11 nœuds 5 et 10 nœuds 1. Donc, ouais, ils vont quand même plus vite que. Ça va quand même plus vite du côté de George Richter et Cédric Château que sur le duo sudiste. Donc, pour l'instant, ils ont l'air de creuser un petit peu, mais c'est à voir. Faut voir. Si ça reste aussi serré jusqu'à l'arrivée, ça peut être très intéressant. Même si je souhaite, clairement, même si j'adore Kito Pavant, je le connais pas vraiment, mais il a l'air d'être super gentil comme garçon. Ça a l'air d'être quelqu'un de très sympathique. Mais je soutiens quand même George Richard et Cédric Château. Parce que, de 1, c'est un Normand. Cédric Château est normand. De 2, je le connais un petit peu et il est super sympa. Et de 3, je connais un peu la femme de George Richard et elle est super sympa aussi. Et lui a l'air d'être super sympa aussi. Voilà. C'est fini. Voilà, c'est juste le cœur qui parle en fait là. C'est le cœur qui parle. À la huitième place, Bertrand De Broc et Vincent Lebrec sont à Leblep, excusez-moi. Créactuel à 387 000 du premier. À 997 depuis 5 minutes. Et on a 417 000 derrière Eden Red, Emmanuel Leroche et Basile Bourgnon. Qui font plutôt une bonne course, hein, qui sont du coup à 97, ça ferait 10, 30 000 derrière. Donc 30 000 derrière, ça va. Enfin, ça commence à faire un peu, mais maintenant que les zones de piège sont passées, ça va être compliqué, je pense, de revenir. Ensuite, Rennes Saint-Malo, Sifermer, Thibaut Hector et Clément Comagnac à la 10e place, à 440 000 du premier. Donc, qui sont ici, eux. Ensuite, mon duo, donc Pierre-Louis Atwell et Caliste Antoine à la 11e position, à 464 000 du premier. On va regarder un peu leur vitesse par rapport au 10e, par exemple. Donc 995 sur la VMG, 899 sur 24 heures. Ouais, ils se font encore distancer. Malheureusement, ils se font distancer, voilà. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais voilà, leurs problèmes de voile leur ont coûté très cher. Donc là, ça fait un petit groupe qui est à, on va regarder quand même, 440 et 464. Donc 24 000 séparent les deux bateaux là. Et ensuite, derrière, bah, faut espérer qu'ils se rattraper par là, mais ça a l'air de revenir un peu. Donc Erendil à 503 000. Alors, il y a un peu d'écart quand même. À 503 000 du premier. Et là, ça doit être serré là. On a 503, 514, 10 000 entre Erendil, pardon, et Prendre la mer, Agir pour la forêt, donc qui est ici. Ensuite, 536 000, donc on a 20 000, enfin un peu, on a 22 000, oui c'est ça, 14, non bah non, je suis bête. Si c'est ça, oui. 22 000 entre ces deux-là. Donc c'est pas beaucoup, hein. Enfin, franchement, ça peut encore se jouer. Et à chacun son Everest est à 536 000, donc il y a 34 000 entre ceux-là. Non, 33 000 entre ces deux-là. Donc là, on a un groupe en 33 000, grosso modo. Donc c'est pas mal. C'est plutôt serré. Sachant que tous les bateaux dont on vient de parler, tous les classes 40 dont on vient de parler, sont dans l'hémisphère sud. Et pareil pour les IMOCA, je crois même les derniers IMOCA. C'est ce que j'ai pas dit, tiens d'ailleurs.
On va le dire tout de suite. On va revenir après dessus, mais... Ah. Oui, tous les IMOCA sont dans l'hémisphère sud. Attends, on va cliquer dessus. IMOCA. Et oui, tous les IMOCA sont dans l'hémisphère sud. Bien évidemment. Il ne reste plus que des classes 40 en hémisphère nord. Donc on en était à ce groupe-là. Donc là, on va quitter les bateaux qui sont dans l'hémisphère sud pour passer à un bateau qui est encore dans l'hémisphère nord, mais plus pour longtemps, le 15e. Donc Chocolat Pariès, Coriolis Composite, Jean-Baptiste Daramy et Alexandre Hamelin. Donc qui sont à 537,4 000 du premier. Donc 100 000 derrière. Donc là, ils vont rester dans une zone tout seul, je pense, pendant longtemps. Jusqu'à l'arrivée, je pense. 100 000, c'est pas... En plus, ils sont un peu plus dans l'est, donc ils sont pas dans une position... Ils sont pas dans la meilleure des positions, donc voilà. Ensuite, nous allons passer au 16e. Iscarine. Je vais pas prononcer les noms parce que ça va être compliqué. Donc à 659 000 du premier. C'est le premier bateau qu'on voit là qui est encore dans le poteau noir. Par un peu plus de 2 degrés de nord. Et ils sont à 8 nœuds. Donc là actuellement ça avance. Et VMG à 7,95 sur 1 heure et 7,97 sur 24 heures. Donc ça a l'air de quand même passer sans trop de problèmes le poteau noir. Pour eux, c'est plutôt pas mal. Et ils vont pas tarder à en ressortir. Leclerc à la 17e position. À 752 000,6 de l'arrivée. Donc Pierre Clotouzet et Simon Kervarek. 9 nœuds 6 sur 5 minutes, 8 nœuds 8 sur 1 heure, 8 nœuds 3 sur 24 heures. Poteau noir qui a l'air de passer sans trop de problèmes. Hein. Clairement, vu les vitesses moyennes, ça a l'air de passer vraiment facilement. Enfin, relativement facilement. C'est jamais facile de passer le poteau noir, mais ça a l'air de passer quand même pas trop mal. Et ensuite, nous allons aller voir les 18 et 19e. Donc là, ça a l'air d'être assez serré. Donc Kéris, donc avec Pierre-Antoine Thézon et Paul Gallet à 7 nœuds 4 depuis 5 minutes. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la VMG. 7 nœuds 6 et 7 nœuds 5. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir, regardez la distance au premier, 798,7. Et regardez Morgan Urso-Poupon et Rémi Lotely. Donc sur Upsailing Uni pour la planète. À 799,9. 1 quelque chose 1000. Donc un tout petit peu plus d'un 1000 sépare ces deux bateaux. C'est fou furieux. Ça va se battre. Ça va se battre et c'est bon ça. Les batailles. J'aime bien ça. On préfère toujours voir les batailles d'ailleurs. Ensuite, attitude manche des Normands, 20e. Martin Louchard et Frédéric Duchemin. On vient de voir une rafraîche là, je crois. Donc à 798 000. Non, pas non, c'est à 828 000,7 de l'arrivée. À 6 nœuds depuis 1 heure. Donc là, ça a l'air d'être un peu plus compliqué pour eux. Ouais, 7 nœuds 4, 7 nœuds 4. Donc à 7 nœuds, ça passe le poteau noir dans les 7 nœuds. Bon. À voir. Et ils sont donc à 828 000. Ils sont. Ah, ils sont 18. Ils sont 30 000 derrière. Donc c'est pas top, mais ils sont pas trop loin non plus, quoi. Sachant qu'ils sont encore dans le poteau noir, donc rien n'est joué pour eux. Même s'ils sont pas très bien partis quand même. Mais bon, c'est quand même pas mal. L'important... Je sais que l'adage, l'important c'est de participer, c'est pas forcément... Moi personnellement ça me va pas trop,
Mais en course, sur une course au large, de finir déjà une course, c'est déjà un exploit, c'est déjà très bien de finir une course. Parce que le large, c'est quand même très compliqué, c'est quand même assez dur. Et donc du coup, on va passer à la 21e position. Équipe Voile Parkinson, 945 minutes du premier, qui sont pas encore dans le poteau noir, ils sont encore par 7 degrés au nord. Ils ont l'air d'être dans une zone encore avec de l'air, ils sont à 9,95 depuis 5 minutes. 9,94 sur 1 heure, 9,98 sur 24 heures, donc pas encore trop englués. Mais ils vont pas tarder à rentrer dans le poteau noir, mais ils sont vraiment très loin. Et on va aller voir notre dernier bateau, donc Terre Exotique, bon, qui voilà, a hérité de la place que beaucoup s'attendaient à ce qu'il ait, hein, malheureusement pour eux. Mais c'est beau de faire ça avec le premier classe 40 construit. C'est beau de le faire. Et de montrer que la classe 40, bah, c'est pas que pour les professionnels, c'est pour les amateurs aussi, c'est pour les gens qui ont envie de rêver, les gens qui ont envie de faire une course sur un bateau avec un faible budget. Et on peut encore le faire, alors pas en allant chercher la victoire, mais en allant chercher peut-être la course ou l'aventure. Enfin voilà, l'aventure là, parce que c'est un peu les seuls. Ils étaient un peu tout seuls. Ça aurait été bien s'il y avait un autre classe 40 à peu près de la même génération, ça aurait été franchement cool. Pour qu'ils aient un peu un autre bateau avec qui se battre. Là, c'est vrai qu'ils sont un peu tout seuls. J'avoue, moi je m'ennuierais peut-être un petit peu de ne pas avoir d'autres bateaux du même niveau que le mien pour me battre. Donc je pourrais pas me battre avec d'autres bateaux, mais voilà, hein, c'est dommage pour eux, mais qu'ils soient vraiment tout seuls, mais bon. Je pense qu'ils doivent quand même bien s'amuser. Et donc ils sont à 7-9 depuis 5 minutes, 7-6 et 7-4. Je pense que eux en fait là la position qu'ils ont, ils vont rentrer dans le poteau noir avant eux alors qu'ils seront plus nord. Donc c'est pas forcément pourquoi avoir été dans l'est comme ça. Est-ce qu'ils ont repéré un tout petit passage ou est-ce que enfin, je sais pas. Là je peux pas j'ai pas vraiment d'idée de ce qu'ils peuvent être en train de faire actuellement. Mais bon, voilà, ils font leur course. De toute façon, ils savent qu'ils maintenant, ils ont été dépassés. Ils savent qu'ils ne rattraperont pas. Clairement, je pense qu'ils se font pas d'illusions. Donc, voilà, faut juste qu'ils arrivent avant la fermeture de la ligne, quoi. Mais normalement, ça devrait le faire. Et de toute façon, même s'ils sont pas arrivés avant la fermeture de la ligne, je serai quand même là dans mes vidéos pour parler de leur arrivée. Parce que c'est important de parler même des derniers. Parce que tout le monde mérite le respect. Donc on va regarder un peu la météo. On voit qu'il n'y a pas vraiment d'évolution. Ça forcit toujours à ce niveau-là. Euh, mais et c'est toujours aussi faible quand on s'approche de Bahia. Alors attendez, hop. Ouais, ça reforcit un tout petit peu, mais ouais, ça reforcit. Voilà. Toujours pendant la nuit, toujours des moments où ça forcit un peu pendant la nuit, puis ça retombe dans la journée. 7 heures, il y a un peu d'air, et puis bah, demain, on va voir. Voilà, demain, voilà, il y a déjà plus d'air, quoi. À 13 heures, il n'y a plus d'air. Voilà, c'est l'Alizé, c'est ce qui a l'air d'être comme ça dans l'hémisphère sud. C'est-à-dire que dans la journée, vous avez de l'air, pas d'air, et dans la nuit, vous avez de l'air. On va regarder la suite. Voilà, 22 heures, vous voyez, hop, 22 heures. Ça commence à reforcer un petit peu. 4 heures, ouais, ça force un tout petit peu, ouais. Pendant la nuit, l'Alizé force un petit peu, puis pendant la journée, ça se recalme un peu. Bon, bah, voilà. Bon, bah, du coup, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Donc, bon, pour finir, donc là, voilà, hein, comme je vous ai dit, bateau tout droit vers l'arrivée. Plus de stratégie, c'est une course de vitesse. Et pour les derniers classe 40 donc qui rentrent dans le peloton, bah faut en sortir le plus vite possible. Et après c'est la course de vitesse, pareil. Voilà. Ouais, du coup, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Si ça vous plaît, comme toujours, un pouce en l'air, ça me fait plaisir. Un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, pour commenter la course. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous. Là, j'ai dépassé les 50 abonnés, je suis à 53 à l'heure où j'enregistre. Ça me fait super plaisir, je suis super content. Donc voilà, l'objectif c'est d'en avoir plus, hein, mais ça me fait déjà très plaisir.
Donc abonnez-vous, mettez la petite cloche de notification pour pas louper les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine, enfin à demain pour le prochain résumé de la Transat Jacques Vabre. Voilà, allez à plus. Bonne journée à vous. Enfin bonne soirée parce que vous verrez ça le soir, donc bonne soirée.